Donc, ce que je veux dire par là, et qui est assez fondamental, c'est que vous avez un basculement entre, pour faire simple, 1850 et 1914, où, entre les œufs humains, l'imaginaire qui est porté, le discours qui est tenu, les expositions universelles et le début des expositions coloniales, que ce soit celle de Lyon en 1994, de Marseille en 1906 ou de Paris en 1907, où l'ensemble de ces mécanismes vont devenir populaires. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opinion publique est à peu près convaincue d'un ensemble de stigmates sur cet homme et cette femme noire qui se résument à peu près à trois choses. Sans nous, le noir est condamné à rester un peu comme montrer ses vignettes banania, à cueillir des fruits sur des arbres et à espérer qu'ils poussent. Et que notre présence est déjà légitimée par cette simple nécessité pour lui de se nourrir, sans quoi il mourrait. Il y a même des expositions où on annonce qu'il faut venir visiter ces troupes avant qu'elles ne disparaissent de la surface de la Terre. Cette pensée-là accompagne tout à fait l'opinion publique à ce moment-là. Donc elle légitime de cette manière l'acte colonial. Et donc elle légitime quelque chose de fondamental par rapport à la traite. C'est qu'ils ne sont pas encore prêts à être des travailleurs salariés. Donc il faut passer par le travail forcé pour justifier ce passage à une forme de modernité qui sera un jour le travail salarié. Et quelque part, nous sommes dans une parfaite tramaison avec ce qui a été avant l'esclavage, avant de connaître ces temps parfaits où l'homme noir sera l'égal idéalement du blanc, mais entre-temps, le mécanisme colonial lui apprend le travail. Autre chaîne importante, le noir représente le dernier maillon de la hiérarchie des races. Ce discours est confirmé par les images, il l'est par les spectacles, il l'est donc aussi par la pratique coloniale, et c'est pour ça qu'on nous explique que ce seront de toute manière les Noirs, et donc dans le dernier échelon des Noirs, le Kanak. C'est pas un hasard si ce seront les derniers exhibés mis en marge, relisez Cannibale de Deninx, en marge de l'exposition coloniale, comme les derniers cannibales de l'Empire, le Kanak étant cette altérité absolue, cette sauvagerie absolue. Quelque part, celui qu'il faut conserver tel qu'on le place dans la vision de cet empire, comme celui qui montre bien d'où viennent l'ensemble des Noirs qui, depuis maintenant 70 ans, sous l'égide de la Troisième République, sont en phase de devenir des hommes. Et enfin, dernière chose fondamentale à la veille de la Grande Guerre, nous les avons pacifiés. Ils ont été des sauvages face à l'armée française. Oui, s'ils n'avaient pas été des sauvages, aucun mérite pour l'armée française de les avoir vaincus. Et maintenant, ils sont pacifiés. Et donc, à la veille de la guerre de 14, ceci permet par exemple de faire naître l'idée de la force noire de Mangin, ce général qui avait tenu cette thèse, qui a d'ailleurs été mise en pratique, qu'il faudrait faire appel à notre empire, notamment aux Noirs. Il avait même fait toute une cartographie avec l'état-major français en démontrant que chaque population d'Afrique, ses capacités guerrières et non guerrières. Alors, ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, les militaires français, il y avait Panoquin qui avait pensé à la force jaune, et bien sûr, les militaires français lui ont dit que la valeur militaire des Indochinois et des Vietnamiens, surtout, ne valait rien. C'est pour ça qu'en 14-8, nous enverrons les Vietnamiens recrutés dans les usines et dans les arsenaux. Pourtant, Bien Bien Phu, quelques années plus tard, démontrera la valeur militaire des Indochinois et des Vietnamiens. Mais ce qui montre bien qu'à l'époque, déjà, toute cette théorisation a un objectif. Démontrer que pour la mise en valeur de l'Empire, ces corps, une fois de plus, ces corps, doivent être mis au travail, ça c'est pour les hommes, peuvent être utilisés pour la guerre, ça c'est pour les hommes, et pour les femmes, que ces corps peuvent servir à faire des enfants qui iront à la guerre. Et va émerger à partir de cette époque-là toute une iconographie à travers la carte postale notamment, où vous voyez des femmes avec des petits, ce qu'on appelle en légende, un futur tirailleur, produire du noir. Et l'iconographie va amener d'un seul coup, dans l'imaginaire collectif, à une compréhension, une forme de légitimation, une forme de réciprocité par rapport à l'acte colonial, parce qu'avec nos regards d'aujourd'hui, de 2006, nous avons du mal à comprendre ce rapport qui était imposé aux opinions à l'époque, que d'un seul coup, l'Afrique allait pouvoir nous rendre ce qu'on lui avait donné. On l'avait civilisée, maintenant elle va nous envoyer ses hommes pour vaincre plus sauvage qu'elle, le Boche. C'est pour ça que la grande rupture imaginaire, qui est aussi une grande rupture historique, c'est 14-18. Je rappelle qu'en 14-18, 900 000 hommes viendront des Suds. Pour que ce soit pour l'armée anglaise, l'armée française, les hindous pour les Britanniques, pour nous, ils viendront du Pacifique, de Kanaki, d'Afrique, de Madagascar, du Maghreb, du Moyen-Orient, des Antilles. Ils viendront aussi de Chine, ce qu'on a tous oublié. 140 000 Chinois sous contrat arriveront en France à cette époque-là. Il y aura aussi des pieds noirs, il y aura aussi des béquets, il y aura aussi des Juifs d'Afrique du Nord. 900 000 hommes du Sud vont arriver. C'est un deuxième moment fondamental par rapport à l'imaginaire. Parce que là, l'autre n'est plus mis en scène dans un spectacle ethnographique. Il est mis en scène dans la réalité de la vie, dans la boue d'une tranchée, dans un arsenal. Il rencontre l'autre, il s'installe. Certains vont rester. 3000 Chinois resteront. Beaucoup d'Africains, de Maghrébins aussi resteront au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et là, l'image va changer. Elle va d'abord changer pour une raison fondamentale. On ne peut plus dire que les Noirs sont des cannibales. Comment voulez-vous expliquer à des Français que des cannibales viennent sauver la République? Donc l'image va avoir pour fonction première de prouver
que l'homme noir est civilisé. Au moins civilisé pour aller se battre contre plus sauvage que lui, le Boche. Et là, va émerger toute une iconographie. On va voir de grands hommes noirs à côté de petites filles blanches ou de femmes blanches qu'on appelle les marraines de guerre. S'il peut fréquenter nos enfants, s'il peut fréquenter nos femmes, c'est que quelque part, il est civilisé. Et c'est comme pour Banania, on lui met un grand sourire, car c'est un grand enfant, il n'est pas dangereux. Image qui ne sera jamais associée aux Maghrébins, même en 14. L'armée française était tellement persuadée que la plupart des Maghrébins se retourneraient contre la France avec l'allié turc et rejoindraient l'Allemagne, que cette image positive, d'une certaine manière, dans le monde du militaria, va s'associer à l'homme noir. Et là va naître cette image du bon noir souriant Banania, qui va totalement l'emporter sur cette vague. Ça ne veut pas dire qu'elle fait disparaître la génération des images d'avant. Elle est dans la parfaite tramaison, dans la parfaite continuité. Le bon enfant noir, c'est l'exemple même, avec le supplétif militaire, de ce bon enfant qui essaie d'être reconnaissant à son père et à sa mère. La mère patrie d'un côté, et de l'autre côté son père, que symbolise l'armée, qui va lui donner un rôle et une fonction sociale, alors que justement, jusqu'alors, le noir n'avait eu aucune fonction sociale, y compris même une place au sein de la République, celle d'aller combattre face aux ennemis de la République. Ce qui explique pourquoi... Il me reste combien de temps, s'il vous plaît 10 minutes. C'est parfait, on a le bon rythme. Ce qui explique pourquoi, avec les années 20, l'imaginaire va totalement changer. Totalement changé, pourquoi? D'abord parce qu'on rentre dans une nouvelle temporalité de l'histoire coloniale française. Le temps des conquêtes est passé, le Maroc a été colonisé, finit d'être colonisé à la veille de la guerre 14-18. Certes, il reste, vous le savez très bien, la notion de la fin des combats aux colonies est encore un mirage de notre histoire coloniale d'aujourd'hui. Je rappelle que l'armée française est en guerre de 1852 à 1962 en permanence dans tout l'Empire, que la guerre du Rif qui émergera et qui explosera entre 25 et 26, ou les opérations, comme on les appelait à l'époque, en pays druze ou au Liban, comme la révolte de Yanbai en 1930, fait que l'Empire colonial ne s'est jamais arrêté d'être en guerre, que pendant toute la guerre 14-18, l'Afrique noire a connu des révoltes permanentes qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Donc la notion de fin des conflits est aussi une vision un peu complexe à retourner notre histoire officielle coloniale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'imaginaire insiste sur un temps pacifié. L'imaginaire insiste sur une mise en valeur nécessaire de l'Empire. L'imaginaire insiste maintenant sur une autre forme coloniale. Elle a besoin d'inventer une image qui n'est plus celle d'un côté du noir, de l'autre côté du jaune, excusez-moi du terme de l'époque, et de l'autre côté de l'arabe, excusez-moi, c'est le terme de l'époque. Elle a besoin d'inventer l'indigène. L'indigène, c'est quoi? C'est d'une certaine manière ce que le régime de Pétain inventera comme slogan pour une affiche de Castel en 1941, 3 couleurs, un drapeau, un empire. C'est-à-dire que d'un seul coup, ces 3 couleurs de l'Empire seraient comme naturelles et légitimes à l'intérieur des 3 couleurs nationales. Il y aurait une sorte de normalité à ce que la France ait protégé ses peuples. Et donc, d'un seul coup, la notion même de construction de l'image du noir ne s'inscrit plus simplement par rapport à une sorte de paradigme d'altérité qui n'est que propre au noir. Elle s'inscrit dans cette construction d'un modèle de l'indigène qui va s'imposer dans les images, pas forcément s'imposer d'une manière totalement mécanique et rigidifiée. Il n'y a pas un grand penseur du modèle de l'indigène en France en 1920 qui s'est levé un matin en pensant au modèle de l'indigène ou en se rasant le matin. C'est pas ça l'histoire. C'est qu'on le voit dans l'imaginaire que d'un seul coup, il y a une forme de proximité dans les images, de construction d'un tout qui fonctionne. C'est une sorte de pulse qui, par l'image, prendrait sens. Et là, chaque population, d'ailleurs comme on avait fait à peu près en 14-18 pour la guerre, chaque population, dans l'imaginaire collectif, va à la fois trouver sa propre place, mais va surtout trouver une autre place. Ils vont être mis ensemble à la différence du blanc. Un des points d'aboutissement de ça, c'est l'Expo coloniale le 31, où Lyotet dira, d'un côté l'affiche de Bélanger où vous ne verrez qu'un blanc qui scrute l'avenir sous son casque colonial, et de l'autre, les 4 populations de l'Empire, comme l'avait très bien fait Lyotet, en rajoutant l'Indien d'Amérique pour rappeler les vieilles colonies d'Ancien Régime, où chaque population est mise quasi à équidistance. On est en train d'effacer les traces de différence entre elles pour en fait créer une proximité entre ces populations conquises de ce monde de l'indigène qu'on invente. Ça ne veut pas dire que chacun ne gagne pas ses stigmates, en dehors du faciès ou du visage ou des corps, ou des couleurs des corps. Certes, l'asiatique est tout jaune sous un chapeau bien pointu. Certes, le maghrébin a un boubou. Donc, à votre avis, le noir a quoi? Le collier de l'esclave. Il faudra rappeler d'où il vient. Car dans la logique républicaine de la colonisation française, c'est la France qui libère le noir. Et cette dialectique a été valable pendant toute la colonisation. On n'allait pas en Afrique pour coloniser les peuples noirs. Le grand discours, c'est quand tu touches les 3 couleurs nationales du drapeau, tu deviens un homme libre. Et la dialectique de l'homme libre est symbolisée
dans la pensée politique d'un Lyautey qui sera le commissaire général de l'Expo coloniale le 31, comme une trahison qu'il faut ramener dans l'imaginaire. Et l'idée du collier de l'esclave, vous verrez, regardez cette affiche très connue de Desmer, l'une des plus connues, qui a dû faire à peu près la couverture de 5-6 bouquins sur l'histoire de la colonisation en France. Vous voyez ces 4 visages, et derrière le temple d'Angkor, le minaret algérien et autres, et de ramener au l'homme noir d'où il vient, d'où la France l'a sorti, d'où la France l'a libéré. Et donc ces éléments-là passent extrêmement naturellement dans les conscients collectifs, parce qu'ils sont maintenant, ils fonctionnent comme des paradigmes certes imagiers, mais les paradigmes imagiers dominent largement l'allégorie du temps. Je rappelle une chose toute bête, pour les Français de métropole, en 1954, au moment où explosera la guerre d'Indochine, enfin finira la guerre d'Indochine et débutera la guerre d'Algérie, seuls 2% des Français de métropole connaissent les colonies. Les gens ne jugent pas ce qui se passe aux colonies. Les gens n'ont pas rencontré dans la rue 3000 personnes qui leur ont expliqué la réalité de la situation en Tunisie, en Indochine, l'état du bail de Poulon-Condor ou les conditions de travail pour le travail forcé à Madagascar en 1938. Ils ignorent ça. Ils jugent la colonisation sur des images. Et ces images nous apprennent quoi? Que ces peuples sont en voie de monter vers la lumière. Et que quelque part, nous avons sorti les Noirs des ténèbres. Donc, le rappel incessant de d'où sort l'homme noir et la femme noire est un mécanisme que l'image va structurer. Il se passe quand même quelque chose dans les mêmes époques qui montre aussi qu'il y a un paradoxe dans l'image à ce moment-là, et un choc. C'est que vous avez aussi des stars noires. Joséphine Baker, Al Brown, Jacqueline Siki, des grands boxeurs, Raoul Diagne. Ah, certes, Raoul Diagne, plus grand monde s'en souvient, qui était le fils de Blaise Diagne, qui a pourtant été joueur de l'équipe de France de foot. Premier noir en équipe de France. Il rentre 3 jours après le début de l'exposition coloniale, le 9 mai, en équipe de France de foot. Il aura 18 sélections et il marquera des buts qui nous permettront de faire 2 Coupes du Monde. Donc une époque où il y a une contradiction d'un seul coup qui émerge, d'un côté d'artistes, comme Colin, totalement fasciné par exemple par une Joséphine Baker, de gens, de spectateurs, qui iront voir Joséphine, comme tous les spectacles de l'époque, qui découvriront Abin Beglia sur encore un autre, un peu oublié notre histoire de France, le plus grand acteur noir de l'entre-deux-guerres, plus de 140 films à son actif, qui iront découvrir autre chose que les spectacles anthropologiques ou des affiches racistes, qui verront une iconographie qui émergera à ce moment-là et qui ne parlera plus, certes, toujours fasciné par le corps noir, mais qui ne cherchera pas à le dévaloriser. Mais en même temps, le corps noir est encore une image. Même dans un spectacle de Joséphine Baker revu par la plume d'un Colin, même dans les images et les dessins de Hal Brown, le boxeur Armand Cocteau à l'époque, même dans les caricatures de Sikli, grand boxeur noir, premier africain champion du monde, il reste que le noir est encore symbolisé, ou la femme noire est encore symbolisée à travers son corps et sa couleur. Quelque part, même avec une vision positive, on continue à maintenir dans le paradigme que le noir n'est qu'un corps. Et c'est à peu près dans cette situation-là qu'on arrive, lentement, aux années 40 et 50, en ce qui va précéder les indépendances. Donc je vais aller très très vite dessus. Quel point est intéressant, c'est que vous comprenez bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus possible, dans le contexte de la France qui est déjà en Indochine, de la révolte de Madagascar, de Sétif-Guelma, de la pression de l'Union soviétique, la pression de l'Amérique, la pression de l'ONU, d'un contexte où la France est critiquée de part en part par rapport à sa politique coloniale, de continuer à schématiser l'autre, à caricaturer l'autre, à stéréotyper l'autre. Et la plus grande partie de la production, à ce moment-là, coloniale, en termes de propagande, va être une production qui ne va plus montrer de visage. Elle ne montrera plus que des mains, des corps de dos, des hommes sur des tracteurs, des femmes en train de biner des champs. Une vision extrêmement économique. Une fois de plus, des corps. Cette fois-ci, des corps sans visage, des corps anonymes, mais des corps noirs. Je crois que le plus bel aboutissement de cette fabrication par le corps de l'homme noir ou de la femme noire, c'est cette affiche pour le oui pour la France de 58 pour le référendum. Vous voyez plein de mains sortir devant le drapeau, uniquement des mains. Et bien sûr, ces mains sont noires, marron, jaune. On n'est plus qu'un corps et une couleur. Même plus un visage, même pas stéréotypé.